Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. 9 morts et 7 blessés. Triste bilan d'un accident survenu tôt ce matin sur la route provinciale 1014 près de Chouka Barra. Sa Majesté le Roi adresse des messages de condoléances aux familles des victimes et prend en charge les frais de transfert des dépouilles, de leur inhumation et des obsèques. Démantèlement d'une présumée cellule terroriste par le BCJ. La cellule est composée de 8 personnes imprégnées des idées extrémistes de l'organisation terroriste Daesh. Elle s'activait dans les villes de Tanger et Ouabzam. La culture de l'ail est revigorée dans la province d'El Hajeb et l'emploi une importante main-d'œuvre et évolue sur une superficie de 800 hectares. Reportage à suivre dans un instant. L'hécatombe routière, de nouveau à la une de l'actualité. Un accident meurtrier a coûté la vie à 9 personnes. Le drame s'est produit tôt ce matin dans la province de Chouka Barra. En cause, la collision entre une camionnette de transport d'ouvriers agricoles et un autocar. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé des messages de condoléances et de compassion aux familles des victimes et des blessés. Messages dans lesquels le souverain leur exprime ses sentiments de compassion et implore le Tout-Puissant d'entourer les défunts de sa sainte miséricorde et d'accorder patience et réconfort à leurs proches et prompt rétablissement aux blessés. Un communiqué du cabinet royal précise que le souverain partage la peine des familles des victimes et pour alléger leur souffrance dans ces douloureuses circonstances, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions aux autorités compétentes pour apporter toutes les formes d'aide et de soutien à ces familles. Le souverain a également décidé de prendre en charge personnellement les frais de transfert des dépouilles, de leur inhumation et des obsèques ainsi que les frais de soins de blessés. 9 morts et pas moins de 7 blessés, dont certains grièvement. C'est le triste bilan de cet accident survenu donc ce matin sur la route provinciale 1014 reliant Biougra et Tifnit suite à une collision entre une camionnette d'ouvriers agricoles et un autocar de passagers. Le point de la situation dans ce reportage de Hijb Tam Kimbark Zamani avec un récit de Nesrel Hamdawi. Sous la violence du choc, la face avant de la camionnette de transport d'ouvriers agricoles a été quasiment broyée par un autocar de transport de passagers. L'accident a eu lieu vers le coup de 7 heures du matin sur la route provinciale reliant les communes de Biougra et d'Aïtamira au niveau de Douarjila. Bilan 9 morts, 2 femmes et 7 hommes dont le conducteur de la camionnette. Lorsque je suis arrivé sur ce lieu, j'ai perçu la camionnette engagée pour doubler un véhicule et juste en face, je voyais l'autocar roulant en sens inverse. Les 2 véhicules ont tenté de dévier sur le bas-côté, mais en vain. Cette route est très étroite alors qu'ici le trafic est dense. La route est très empruntée par les voitures et les poids lourds. C'est un axe névralgique au niveau de la commune d'Aïtamira. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital provincial de Chouka Barra pour recevoir les premiers soins d'urgence. Nous n'avons rien senti, juste un mouvement de ballottement du véhicule. Je souffre d'une fracture au niveau de mon épaule. Nous avons accueilli 7 blessés qui ont bénéficié d'examens médicaux. Ils ont même subi un scanner. 4 personnes souffrent de blessures graves au niveau de la tête et de la colonne vertébrale. Ils ont été évacués vers le service de réanimation à l'hôpital régional d'Agadir. 3 autres victimes présentent des blessures légères. Elles seront prises en charge à l'hôpital provincial de Biougra. Ce n'est pas la première fois que la route provinciale reliant Biougra et Tifnit est le théâtre d'un accident de la circulation. Cet axe est considéré comme un point noir au niveau de la région. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident et établir les responsabilités. Et justement, le procureur général du roi près le tribunal de première instance d'Izgan annonce l'ouverture d'une enquête sur cet accident pour déterminer les circonstances du drame et définir les responsabilités.
En exécution des hautes instructions royales, Abdeltaf Loudi, ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, a reçu à Rabat Mohamed Baliki bin Osman, secrétaire d'État au ministère de la Défense et au ministère des Affaires étrangères de la République de Singapour, en visite de travail dans le royaume, à la tête d'une importante délégation. Les deux responsables ont également mis en relief différents aspects de convergence entre le royaume et la République de Singapour. Au cours de leur discussion, ils se sont accordés sur l'existence de perspectives prometteuses de coopération bilatérale, l'échange d'expertise technique, notamment dans le domaine de la cybersécurité et la coopération en matière de sécurité maritime et d'industrie de défense pourraient constituer des domaines d'intérêt porteurs. Le Conseil du gouvernement a tenu sa réunion hebdomadaire sous la présidence de Sadil Atmani. Au programme, l'adoption d'un projet de loi relatif à la liquidation du budget de l'exercice 2016 et d'un projet de décret sur la prévention et la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Le troisième texte est un projet de décret modifiant le décret portant création de l'École supérieure de l'administration. Et puis le Conseil a également adopté l'accord relatif aux services aériens entre le Maroc et le Bahreïn, signé en 2016. Démantèlement d'une présumée cellule terroriste par le BCJ. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur précise que la cellule est composée de 8 personnes imprégnées des idées extrémistes de l'organisation terroriste Daesh. Elle s'activait dans les villes de Tanger et Ouarzam. On en saura plus avec Souad Anachet. Le Bureau central d'investigation judiciaire relevant de la Direction générale de surveillance du territoire national a procédé aujourd'hui au démantèlement d'une cellule présumée terroriste composée de 8 personnes âgées de 21 à 31 ans, imprégnées des idées extrémistes et des méthodes sanguinaires de Daesh et actives dans les villes d'Ouarzam et de Tanger. Les investigations ont démontré que les mises en cause cherchaient à se procurer les matières premières pour la fabrication de charges et de ceintures explosives dans le but de perpétrer des opérations terroristes d'envergure visant des sites sensibles dans plusieurs villes du royaume en application de l'agenda subversif de l'organisation dite État islamique. L'enquête a révélé que les membres de cette cellule comptaient éliminer un de leurs connaissances après avoir douté de son allégeance envers Daesh et son adoption d'une approche contraire à celle prônée par cette organisation terroriste. Les perquisitions effectuées ont permis la saisie d'un fusil de chasse, de cartouches, d'armes blanches, d'uniformes paramilitaires et de plusieurs équipements électroniques et écrits qui font l'apologie de l'État islamique. L'arrestation de ces éléments extrémistes s'inscrit dans le cadre des efforts constants déployés par les services de sécurité pour faire face à la menace terroriste croissante que représentent les adeptes de Daesh et mettre en échec leur plan subversif qui vise à créer le chaos et à semer la zizanie dans le royaume. Les mises en cause seront déférées devant la justice, aussitôt terminée l'enquête, menée sous la supervision du parquet compétent. À l'international, l'exode de milliers de combattants et de civils syriens de la Ghouta orientale se poursuit vers Idlib. Plus de 6000 personnes ont été transportées par bus et elles ont encore emprunté le chemin de l'exil. Et au total, ce sont près de 130 000 civils qui ont fui la Ghouta pour rejoindre des territoires contrôlés par le régime. Ces nouvelles évacuations interviennent dans le cadre d'un accord négocié par ce groupe rebelle avec la Russie. Le Conseil de sécurité condamne dans les termes les plus forts les multiples attaques lancées par les rebelles Houthis au Yémen contre l'Arabie Saoudite, expliquant qu'elles posaient une menace pour la sécurité régionale. Dans un communiqué, les membres du Conseil expriment leur inquiétude de l'intention déclarée des Houthis de continuer leurs attaques contre le royaume ou contre des États de la région. Présidentiel en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi vers un deuxième mandat. Il a remporté plus de 90% des voix et cela représente 23 millions d'électeurs. Selon les premières estimations publiées ce jeudi, le taux de participation est inférieur à 50%. Les résultats officiels seront proclamés lundi prochain. Pyongyang et Séoul reprennent langue dans un contexte de détente. Les dirigeants des deux Corées vont se rencontrer pour un sommet historique fin avril où ils discuteront de la réconciliation nationale. Le choix du lieu est symbolique. Ces discussions se dérouleront au village de la Trêve, une zone démilitarisée qui divise la péninsule coréenne. Et ça sera la 3e rencontre du genre entre les deux dirigeants.
Jetons un coup d'œil sur les couleurs du ciel. Des passages nuageux avec faible pluie éparse sont prévus demain sur le Tongérois, le Locous, le Rarb, le littoral méditerranéen et localement sur les côtes atlantiques nord de Rabat. Des passages nuageux sont aussi prévus sur l'extrême sud du pays avec ondées éparses. Et puis le ciel sera nuageux à clair ailleurs. Et avec le retour des éclaircies, les agriculteurs s'activent notamment au désherbage de leurs terres. C'est le cas notamment à El Hajeb où ces opérations prennent place sur les superficies de l'ail qui emploient une importante main-d'œuvre active sur 800 hectares dans la province. Reportage Brahim El Raouti et Abdeslam Khalvi. Commentaire Boukar Ben Abrit. 800 hectares sont dédiés à la culture de l'ail dans la province d'El Hajeb. Plusieurs communes sont réputées pour la production de cet aliment aux nombreuses vertus. Sa production a doublé en quelques années en raison de l'amélioration des techniques de plantation. Les communes connues pour la plantation de l'ail sont celles de Ain Marouf, Agourey, Msarb, Tamstat, Sebdjahjouh. 1000 hectares ont été plantés cette année. Sa production peut atteindre les 13 tonnes. Mettre en terre 100 kg produira 1 tonne. Cela peut aller jusqu'à 1 tonne 200. Les dernières pluies ont eu un impact très positif sur l'ail en particulier. Dans la province d'El Hajeb, sa production annuelle est passée à 20 000 tonnes. La production de cette culture est passée de 8 tonnes à l'hectare à 16 tonnes à l'hectare, et ce, en raison des nouvelles techniques, telles le goutte à goutte. Il existe 2 saisons pour planter l'ail. Certaines variétés le sont au printemps. Les gousses produites sont plus petites mais se conservent plus longtemps. L'ail d'automne a en revanche un meilleur rendement. Le secteur de la maroquinerie se porte bien. En ce moment, la métropole économique est à l'œuvre de son 4e salon dédié aux produits du cuir. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les professionnels qui aspirent à conquérir de nouveaux marchés à l'export en misant sur la qualité. C'est un sujet signé Sarah Katir. Le salon de cuir et chaussures est à sa 4e édition. Il offre de nombreuses opportunités aux exposants et aux visiteurs, dans celle de faire des rencontres d'affaires à l'échelle régionale et internationale. C'est une plateforme business qui permet des échanges entre tous les acteurs et professionnels du secteur de mode, textile, accessoires, cuir et prêt-à-porter. Le salon est une grande plateforme dédiée au secteur du cuir. On y trouve des matières premières, des machines et du prêt-à-porter. Et ce, en vue de faire connaître les nouveautés aux professionnels. Le salon connaît la participation de 350 exposants et attend la visite de pas moins de 10 000 visiteurs professionnels, marocains et étrangers. L'objectif de notre participation à ce salon est de nouer de nouveaux partenariats avec d'autres fabricants marocains ou étrangers. C'est notre première participation à cet événement. Notre objectif est d'exporter nos produits en cuir vers des marchés prometteurs. La manifestation vise à apporter une grande valeur à l'exportation et une croissance des ventes aux entreprises nationales. Quant aux visiteurs du monde entier, ils découvriront le potentiel du marché marocain. La sensibilisation à la santé bucco-dentaire au cœur d'une journée porte ouverte qui prend place au centre de consultation et de traitement dentaire au CHU Ibn Rushd de Casablanca. L'action s'avère d'une extrême importance. L'hygiène bucco-dentaire est bien souvent négligée. Nous retrouvons Sarah Katir. Le centre de consultation et de traitement dentaire du CHU Ibn Rushd à Casablanca organise ses portes ouvertes. La relation entre la santé bucco-dentaire et la santé générale n'est plus à démontrer et c'est pour sensibiliser à l'importance de l'hygiène bucco-dentaire que ces journées sont organisées. Un état buccal perturbé est susceptible d'avoir des répercussions sur l'état général et peut causer des affections cardiovasculaires, pulmonaires ou rénales. Au cours de cette journée, on reçoit des patients qui sont diabétiques, des patients qui souffrent de pathologies cardiaques, des patients qui souffrent de cancer et également de pathologies respiratoires.
Pourquoi ces pathologies? Parce qu'elles partagent les mêmes facteurs de risque que les maladies bucco-dentaires que sont la carie et les parodontopathies, c'est-à-dire les tissus de soutien de la dent. La journée a été consacrée à la sensibilisation, mais aussi aux soins au profit d'écoliers, d'enfants trisomiques ou de personnes âgées portant une maladie chronique. Les médecins m'ont montré ici comment me brosser les dents correctement et aussi comment garder ma bouche propre pour éviter toutes sortes de maladies. Cette journée porte ouverte a été ponctuée par l'organisation de différents ateliers, dans celui ayant pour thème la stérilisation des outils et ustensiles employés par le dentiste, et ce au profit des employés des centres dentaires et du CHU Ibn Rushd. Pour finir, un nouveau règlement pour le mondial 2026. La FIFA vient de fixer un nouveau mode de vote pour les dossiers de candidature. Ce nouveau mode de vote sera au programme du 68e congrès de la Fédération internationale qui aura lieu à Moscou en avril. Une commission technique de la FIFA se déplacera en visite au Maroc, au Canada, aux États-Unis et au Mexique, les pays candidats, en vue de s'enquérir de l'état de leurs infrastructures et évaluer leur capacité à tenir leurs engagements. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. L'info est de retour à 21h avec Mohamed Reda Labidi. Au plaisir de vous retrouver demain.